Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Invité de la grande interview CNews Europe 1, professeur des universités, spécialiste de l'islam évidemment et auteur du livre qui vient de sortir Holocauste aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous ce matin. On va balayer toute l'actualité évidemment qui touche à votre domaine de spécialité. Mais je voulais qu'on commence tout d'abord par les négociations. La délégation du Hamas qui participait au pourparlers du Caire a quitté l'Égypte cette nuit et déclare que c'est maintenant à Israël de se prononcer. Où en est-on ce matin dans ces négociations et comment qualifieriez-vous les chances de trouver un accord ? Alors, pour l'instant, elles sont assez faibles parce que Israël avait fait une offre pour négocier, qui a d'abord été refusée, puis acceptée par le Hamas, qui en a légèrement changé les termes, et ensuite Israël a déclaré que cette offre ne lui convenait plus. Alors, dans un processus de négociation comme celui-ci, et à ce moment précis, on joue bien sûr entre le rapport de force sur le terrain et la négociation qui a un effet psychologique. Le fait que Hamas ait accepté de négocier après avoir refusé pendant longtemps voulait être montré par Israël comme le fait que Hamas est en situation de faiblesse. La négociation était-elle sérieuse ? Je n'en suis pas absolument convaincu. En Israël même, vous avez une très forte pression pour la négociation qui vient en gros du camp de la paix, qui s'identifie en grande partie aux familles des otages, qui ont pour objectif principal la libération des otages, alors que pour Bibi Netanyahou, il s'agit principalement d'obtenir une victoire militaire, c'est-à-dire de montrer qu'il peut avoir la peau du chef du Hamas ou détruire les dernières infrastructures militaires du Hamas à Rafah, qui sont probablement à la frontière égyptienne, avec 1 million et quelques de personnes réfugiées à la surface, eux sont dans les tunnels dessous, et à partir de là, sauver sa peau politique. Ajoutez à cela qu'à l'intérieur de la coalition de pouvoir en Israël, donc Netanyahou dispose de 64 voix sur 120 à la Knesset, le Parlement israélien, parmi lesquelles 14 voix sont celles de ce qu'on appelle les sionistes religieux, M. Ben Gvir, M. Smotrich, qui sont les partis des colons, les suprémacistes juifs si vous voulez, qui ont menacé récemment, si jamais Netanyahou signait un cessez-le-feu ou ne menait pas les opérations militaires à Rafah, quelles qu'en soient les conséquences, de quitter la coalition. Ce qui amènerait automatiquement la fin du gouvernement Netanyahou. Donc il y a ce type de contraintes qui se produisent en ce moment. Et là-dessus, vous avez la menace de Biden qui dit « si ça continue, je cesse de livrer certaines armes. » Oui. Alors Joe Biden qui annonce qu'il va conditionner l'envoi d'armes à Israël au fait qu'Israël ne rentre pas dans Rafah. À quel jeu joue Biden ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Lui aussi, il a des contraintes électorales. Et c'est qu'il ne nous a pas échappé qu'il n'est pas seulement président, il est aussi candidat à sa réélection. Et donc ça change beaucoup de choses. Ouais. Puisque dans le camp démocrate, vous avez aujourd'hui des groupes qui sont en conflit, un peu comme dans la coalition qui soutient Netanyahou, toutes choses égales par ailleurs. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle la jeunesse universitaire, l'aile gauche du parti, diverses, on appelle les minorités aux États-Unis, notamment un certain nombre de personnes d'origine arabe, dans des États clés, des swing states, des États bascules comme le Michigan par exemple, qui mettent la pression et qui disent si jamais Netanyahou continue à recevoir des armes offensives qui permettent à Israël de tuer les Palestiniens, des armes américaines, comme ces fameuses bombes de 1 tonne et 1 demi-tonne dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, alors nous ne voterons pas pour Biden à la présidentielle, nous nous abstiendrons. Mais de l'autre côté, vous avez une partie non négligeable de l'électorat juif américain qui est démocrate, qui reste démocrate, et qui, si jamais Biden donne le sentiment de lâcher Israël, entre guillemets, vont soit ne pas voter pour lui, soit carrément voter pour Trump. Dans une situation extrêmement fluide aux États-Unis, où d'un côté, vous avez Trump qui passe ses journées au tribunal, accusé donc d'avoir payé une actrice porno pour qu'elle se taise et ne dévoile pas leur relation, et ainsi a trompé les électeurs s'il est reconnu coupable, c'est ce dont il est jugé, ce qui évidemment plombe pas mal son image, peut-être pas dans la masse, ce qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again, mais parmi donc des indépendants, des chefs d'entreprise, des gens qui font
la fortune de l'Amérique et qui sont gênés par un candidat qui quand même présente quelques faiblesses, disons, humaines, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, vous avez Biden qui est pris dans cette incertitude. Attention quand même à bien voir les termes qui ont été utilisés par Joe Biden, puisque il interdit vous l'avez peut-être sous les yeux, à Israël de faire des entrées significatives. Exactement. Tout est dans la nuance. Est-ce qu'envoyer les chars à Rafah, ça entre là-dedans ou non? Il ne faut pas se tromper, les États-Unis sont toujours l'allié indéfectible d'Israël. Ah bien sûr, sinon Israël ne peut pas tenir le coup. Israël est une start-up nation, c'est-à-dire dont l'une des forces, c'est d'inventer des brevets, de trouver, par exemple, en intelligence artificielle et autres, des choses, mais pour les revendre à des produits qui ont les capacités de les fabriquer, les empires manufacturiers, les États-Unis, etc. Eux-mêmes sont dépendants des importations. C'est peut-être un Israélien qui a inventé la bombe X ou Y, mais celle-ci est produite dans un autre pays. Donc ils sont très dépendants des importations et c'est leur faiblesse. En même temps, la question aujourd'hui en Israël, c'est qu'un certain nombre d'États arabes, et principalement les grands États qui comptent financièrement, c'est-à-dire l'État du Golfe, l'Arabie saoudite d'abord, qui n'a pas signé les accords d'Abraham, elle a hâte que le conflit s'arrête, puisque l'objectif de l'Arabie saoudite, du prince héritier, c'est de développer cette immense ville du futur qui s'appelle Neom. Néo veut dire nouveau en grec, et M, c'est le début de la lettre Mim en arabe, Mustakbal, c'est-à-dire futur, la cité du futur, qui sera cette espèce de ville hyper moderne, qui est située en gros près du golfe d'Aqaba sur la mer Rouge, 100 km au-dessous de Rafah. Donc il n'est pas question pour l'Arabie saoudite qu'il y ait une sorte d'enfer juste au nord. Ils sont pour un processus de paix. Ils souhaitent, sans le dire, que Israël se débarrasse du Hamas et de tous les gens qui sont liés à l'Iran, car ils ne veulent pas qu'il y ait des pro-iraniens près d'eux. Pour l'instant, ils ne mettent pas la pression, ils observent les choses, mais ils ont aussi une population. Les Saoudiens sont ceux qui contrôlent les lieux saints de l'islam. Ils doivent faire attention aux sentiments des musulmans à travers le monde. Et c'est un peu, si vous voulez, l'élément clé de l'équation aussi régionale, militaire et politique. La grande interview sur CNews et sur Europe 1 de Gilles Kepel, professeur des universités, auteur du livre Holocauste. Gilles Kepel, je voulais vous entendre sur ce qui se passe à Malmö en Suède. La chanteuse israélienne Eden Golan, 20 ans seulement, vit sous une bulle de protection. Elle est menacée. Plusieurs milliers de personnes réclament son exclusion, notamment en France. La France insoumise réclame son exclusion de l'Eurovision. C'est la stratégie du harcèlement. Comment vous analysez ce qui est en train de se passer? Oui, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans les universités, d'une certaine manière, parce que là, c'est dans le domaine de la chanson. Ça concerne donc la jeunesse. Et on considère que quelqu'un, parce que cette jeune femme est de nationalité israélienne, que je sache, elle n'a pas particulièrement fait de déclaration favorable à la politique de Bibi Netanyahou, nécessairement doit être stigmatisée, interdite, rejetée. Et évidemment, ça pose un grand nombre de problèmes sur la conception qu'on se fait de la démocratie dans notre société. Il est parfaitement légitime de manifester son soutien aux Palestiniens, de dire qu'il est inacceptable que plus de 30 000 personnes, civiles ou militaires, aient été tuées par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Ça fait partie des choses qu'on a le droit de dire. On peut aussi dire qu'il est inacceptable qu'il y ait des otages retenus sous la terre à Gaza, à Rafah. Mais on a aujourd'hui atteint un point de polarisation, comme on l'a vu par exemple devant Sciences Po, l'établissement où j'ai enseigné pendant 35 ans après avoir été étudiant, rue Saint-Guillaume, où seuls les cordons de CRS envoyés par M. Nunez permettaient que ceux qui défendaient les Palestiniens et ceux qui défendaient les Israéliens n'en viennent pas aux mains dans un endroit qui est destiné, en principe, à produire de la connaissance et non de l'idéologie a priori. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que les termes du débat, aujourd'hui, sont de moins en moins informés par le savoir et la connaissance, mais sont pris en otage par les enthousiasmes des uns et des autres, qu'encore une fois, on peut comprendre, mais qui, aujourd'hui, empêchent de véritablement comprendre les enjeux et de comprendre ce qui se passe. L'islamisme en Europe,
en Grande-Bretagne, des listes soi-disant écologistes, en réalité proches des islamistes, ont gagné des sièges dans des conseils municipaux, notamment autour de Manchester. On peut parler de stratégie de conquête de la part de partis politiques islamistes en Europe et notamment en Grande-Bretagne. Vous savez, il y a très longtemps, au siècle dernier, j'avais écrit un livre qui s'appelait « À l'ouest d'Allah » et dont l'un des chapitres se passait en Angleterre. Justement, j'étais allé enquêter dans la région des Midlands, dont vous parlez, et du West Yorkshire, où j'avais été stupéfait de voir à l'époque, pour un Français c'était ahurissant, qu'il y avait des représentants des partis politiques, des permanences de représentants de partis politiques candidats dans des mosquées. Ce qui, dans un pays laïque comme la France, semblait quelque chose d'ahurissant. Bon, maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué en France, là aussi. Hein. Mais, d'ores et déjà, à l'époque, vous aviez, dans un pays où le multiculturalisme est roi, et où la laïcité apparaît comme une chose bizarre. Vous aviez donc un certain nombre de partis politiques qui faisaient la chasse aux voix, ou la pêche aux voix, si vous préférez, sur une base principalement confessionnelle et communautaire, indépendamment des engagements politiques. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Bradford, donc l'une des villes principales des Midlands, que je vous le rappelle, c'est l'endroit où il y avait eu le fameux autodafé du livre de Salman Rushdie, les versets sataniques, devant la municipalité de Bradford, devant le siège de cette ville où autrefois, qui était un peu le Roubaix de l'Angleterre, si vous voulez, où il y avait un textile extraordinaire, qui était aujourd'hui tombé en déréliction, puisque les usines avaient été délocalisées dans les pays dont venaient justement les immigrés qui se retrouvaient au chômage. L'Allemagne, à Hambourg, le week-end dernier, une manifestation a rassemblé 1 millier de personnes. On pouvait lire sur des pancartes, la solution, c'est le califat. Ce à quoi on assiste aujourd'hui était inimaginable il y a quelques décennies. Quel est l'objectif de ce type de rassemblement ? C'est installer l'idée auprès de certains que oui, l'islamisme peut prendre le pouvoir en Europe ? En tout cas, sinon prendre le pouvoir, qu'il contrôle un certain nombre de populations. Et là, c'est un véritable problème parce que pour nous, en France, si vous voulez, la croyance que nous avons dans la laïcité républicaine fait que tout le monde est français à partir du moment où il a acquis la nationalité française et bénéficie aussi de protection quand il est résident légal sur notre sol, et que ce qui compte, ce n'est pas l'appartenance religieuse. Chacun peut exprimer sa religion et penser ce qu'il veut dans sa tête, sacrifier au culte qu'il souhaite, mais que dans le domaine public, la religion comme telle n'est pas pertinente. Si vous voulez, on n'a pas le droit, par exemple, en France, de vous demander, l'État n'a pas le droit de demander quelle est votre religion. Et on n'a pas le droit de faire de statistiques confessionnelles. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas non plus en Allemagne, où vous payez des impôts confessionnels en fonction de la religion que vous avez déclarée. Et donc, de ce fait, vous avez une espèce de sanctification de ces positions. Et vous avez des individus qui expliquent que toute personne d'origine musulmane, quel que soit l'état de sa foi, elle peut être athée, elle peut être mystique, elle peut d'autres, néanmoins, est contrôlée par ceux qui disent « nous sommes les représentants de l'islam ». Un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, les frères musulmans en France, qui s'appelait autrefois UOIF, Union des organisations islamiques de France, après avoir été en France, s'appellent musulmans de France, comme s'ils représentaient l'ensemble des musulmans. Certes, ils sont musulmans, mais il y a des musulmans qui ne s'identifient pas du tout aux frères musulmans. Et ça, c'est la force du modèle laïque français, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun puisse pratiquer sa religion sans être représenté sur le plan politique par des organisations qui se réclament d'une conception de la religion politique particulière. Or, en Allemagne et plus encore au Royaume-Uni, il y a une confusion sans fin. Moi, j'étais régulièrement, quand j'étais invité en Angleterre, vilipendé comme représentant d'un pays laïque qui était considéré comme nécessairement antisémite, islamophobe, etc. J'ai été il y a 3 semaines où tout le monde, les gens que je rencontrais, me disaient « racontez-nous ce que c'est que le modèle laïque français ». Finalement, ça a l'air beaucoup mieux que ce qu'on fait de notre côté de la Manche. Gilles Kepel, ça sera ma dernière question, mais elle est importante, il me semble. Est-ce qu'on ne peut pas voir une certaine schizophrénie de la part du gouvernement qui, d'un côté, met en garde contre le danger islamiste et nous dit qu'il fait tout pour nous en protéger, et en même temps ne fait rien pour réduire véritablement l'immigration en France ?
Alors, c'est pas la même chose parce que l'immigration, d'abord, n'est pas forcément islamiste par définition. Il y a bien sûr des personnes qui sont de confession musulmane, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais l'immigration musulmane est très importante. Bien sûr, elle est très importante, mais rien ne dit que des personnes qui sont nées musulmanes deviennent nécessairement des militants islamistes. Vous avez de très nombreuses personnes de confession musulmane en France qui sont considèrent d'abord comme démocrates, certaines sont athées, d'autres sont mystiques. Donc, bien sûr, il y a un problème. Et effectivement, le gouvernement a confié à un diplomate et un préfet une mission de réflexion sur les frères musulmans et la signification de cette organisation dans la société française. Est-ce que le rôle qu'elle joue sur le plan politique, etc., ça c'est une chose et ça fait partie des questions qu'on peut légitimement se poser. J'ignore ce que cette commission dira, mais il est important qu'elle existe. Et je crois qu'aujourd'hui, plutôt, vous voyez, j'ai été membre de la commission Stasi il y a 20 ans, qui avait accordé d'une certaine manière un répit dans l'école face aux frères musulmans justement qui poussaient au port du voile à l'école pour introduire un clivage et exercer leur contrôle sur le système scolaire. Je pense qu'aujourd'hui, il serait bon qu'il y ait de nouveau une commission de sages, pas forcément du même type, mais qui réfléchissent aux mutations qui sont en jeu dans notre société, parce que je crois que ça serait bon, si vous voulez, que nous ayons un socle commun où chacun puisse se faire entendre sa voix et qu'à partir de là, on puisse redéfinir d'une certaine manière, reposer les termes du débat social et du débat culturel dans la France d'aujourd'hui. C'était la grande interview de Gilles Kepel sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Holocauste, aux éditions Plomb. Merci beaucoup Gilles Kepel et très bonne journée. Merci de votre invitation.